sait que le circuit, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Qu'est-ce que ça fait à 32 ans d'avoir l'assurance de toucher le plus gros chèque de ta carrière, entre guillemets? Non, bon, ça fait évidemment plaisir. Ça fait évidemment plaisir. Après, voilà, moi, quand j'ai repris, c'était l'objectif de faire les grands chelems. Je savais que j'avais le niveau, donc je savais que c'était une étape qui allait arriver dans la conquête des grands chelems. Donc, ça fait évidemment plaisir, ça fait du bien parce qu'il y a énormément d'argent investi sur la table. Donc voilà, mais bon, j'y pense pas non plus des masses. Moi, vraiment pour moi, le grand kiff, c'est de rentrer dans Melbourne sur le complexe et de taper des balles et de faire un match, quoi. Et de cocher la case, et fait l'Australie 2024, quoi. Voilà, le prix en soi, c'est cool, c'est une conséquence, mais voilà, c'est pas ce que je pense en premier, quoi. En avril 2020, tu nous avais expliqué qu'il fallait faire un choix. C'était jouer sur le circuit français et gagner ta vie, ou faire 2 à 3 ans sur le circuit ATP et essayer de jouer les qualifs de Grand Chelem. Là, on y est. Ça s'est peut-être joué à rien finalement. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance du bon côté pour en arriver là? Est-ce que tu étais vraiment proche de te consacrer qu'au CNGT? Alors en fait, il y a eu, je sais pas, ouais, vous le saviez sûrement pas, mais en 2020, quand il y a eu le Covid là, donc en février-mars, j'ai fait finale à l'Open de Caen en 2019, en décembre. Là, je jouais vraiment très très bien. J'ai fait le futur de Bagnoles de l'Orne en 2020, en janvier, j'ai gagné. Et là, je donnais des cours moi à l'époque à Montrouge, au CAM vers Paris. Et j'ai voulu reprendre le circuit. Je m'étais inscrit en Angleterre, etc. Et là, en fait, il y a eu le Covid. Donc, impossible de partir. Et puis après le Covid, cette envie m'est passée. Et puis après, quand j'ai définitivement repris en février à Cherbourg en 2022, donc l'élément déclencheur, hein, c'est ça que tu me demandes. Hein. L'élément déclencheur, ça a été, oui, l'Open de Caen. Évidemment que j'ai gagné. Où je bats 3 top 50, ce qui était juste un miracle, hein, on va dire, hein, même si pour eux, c'est pas l'objectif de l'année. Je sais pas si c'était à 100%, c'est pendant leur période entière, mais mine de rien, sur le terrain, faut quand même les battre. Donc ça, génial. Cet engouement qu'il y a eu avec cette chaîne YouTube qu'on avait déjà, et tous les messages positifs, les commentaires sympas, reprends l'ATP, etc. J'ai fait Bagnoles de l'Orne, je me suis blessé, je suis parti à Dubaï 5 jours voir un ami qui habite là-bas. On a parlé un peu de mes ambitions sportives. En CNGT, c'est vrai que c'était un peu limité. De la chaîne YouTube qui pourrait être un super boost pour m'aider justement et prendre mon élan sur le circuit ATP, et puis aussi pour mon après-carrière aussi. Donc voilà, c'est le mix des deux qui m'a fait reprendre. C'est l'enjeu sportif, le fait qu'effectivement en 2015, avant mon arrêt, je pense que j'avais pas coché toutes les cases que j'aurais dû cocher, faire les 4 grands chelems, ce qui est un rêve pour toujours tenir, je pense. Et j'en avais le niveau, j'avais le classement. Donc voilà, faire les 4 grands chelems, essayer de monter avec un classement, voilà, top 150, top 200 déjà, battre mon meilleur classement d'avant, top 200. Et puis, pourquoi pas, si tout passe très bien, ça peut aller très vite, pourquoi pas top 100. Et puis, faire les 4 grands chelems, voilà. Donc, voilà, Open de Caen, plus chaîne YouTube, le mix des deux, plus tous les gens qui me suivent et qui m'ont envoyé des commentaires vraiment sympas. Voilà, tout ça. Je voulais revenir sur ton premier voyage donc en Océanie. J'ai une question un peu anecdotique, mais est-ce que tu avais eu accès donc à Melbourne Park parce que tu étais donc en dehors du cut? Et deuxième petite question, donc ce sont des troisième qualifs de Chelem. Si tu devais regarder tes matchs de l'époque, donc quand t'étais, c'était quoi, ça remonte à une dizaine d'années, et est-ce que tu dirais c'est le jour ou la nuit, ou est-ce que le même joueur, et en quel domaine tu as progressé, quoi? Alors ouais, donc je suis allé à Melbourne en 2015 en tant qu'alternate. Du coup, j'avais un badge alternate. J'attendais du coup qu'il y ait un joueur ou deux du coup qui fasse forfait. Donc j'ai pu accéder au stade bien sûr. J'ai pu jouer sur les cours. Je jouais sur l'Arthur. Non, alors, je confonds avec le Seven. Mais oui, à Melbourne j'ai pu m'entraîner. D'ailleurs, j'ai pris encore des vidéos et des photos.
Je me suis entraîné, j'avais accès au vestiaire alternate. Alors il y a un vestiaire un vestiaire pour les genres de double et alternate, il me semble. Il me semble que c'est ça. Je sais pas si je confonds avec New York parce que l'US Open aussi, du coup, j'y suis allé pour rien. Je sais pas rentré à une place près. Mais voilà, non, j'ai pu jouer et accéder au stade, ouais. Et il y a une deuxième question, non, je sais plus. Ah oui, si je suis le même genre ou pas. Alors en fait, à Roland-Garros, c'était un peu spécial parce que en 2013, j'avais joué pendant presque 1 an et demi que sur dur en futur parce que la terre battue, c'était vraiment pas ça. Et puis sur dur, je me sentais un petit peu mieux. Donc j'arrive à Roland, j'ai joué que sur dur pendant 1 an et demi, donc très compliqué. Puis je joue Dusan Lajovic, le Serbe, qui a fait finale à Monte Carlo Master 1000, hein, donc qui joue très très bien, qui a monté de 30 ou peut-être 25. Donc déjà, tirage pas facile. J'avais pris, je prenais 6-0, 1-0 break. Et finalement, après, je me suis un peu... j'ai un peu mieux joué, je perds 7-5 en ayant balle de 7. Et 2015, pareil, je fais Roland, je joue en espagnol que j'ai battu 2 fois sur dur. Et en fait, je suis blessé, j'ai le syndrome de l'essuie-glace. Donc c'est le petit truc qui est à droite du genou là, qui m'empêche de courir pendant 2 semaines avant de faire Roland. Et je m'entraîne une seule fois en 15 jours avec un mec à 15-3, un pote. Et je vais sur le cours, et là, incroyable, plus aucune douleur. Je classe à 5 troisième, en crampant au mollet gauche et droit, je crois, à 5-5 au troisième, parce que tellement pas de physique en 2 semaines que voilà. Et évidemment, en 10 ans, énormément d'expérience. L'Open de Caen m'aide beaucoup parce que c'est un énorme stade, un énorme complexe, et c'est ce qui fait, en tout cas personnellement, le plus entre guillemets peur. C'est de jouer devant énormément de personnes, c'est impressionnant. Donc je pense que ça va m'aider, je pense, dans cette aventure de l'Australie. Donc non, je suis pas le même joueur. Je joue, je pense, aussi bien, peut-être encore un peu plus mature, évidemment, plus d'expérience. Et j'espère que ces années d'Open de Caen et de tournois futurs et challengers vont m'aider à bien gérer les émotions là-bas, quoi. Bon, l'Open Australie arrive, mais j'imagine que tu te projettes peut-être sur les 4 grands chelems qui vont arriver. Est-ce que tu t'es déjà mis à rêver du cours 14, par exemple, en qualif à Roland? On sait que l'ambiance, elle est monstrueuse, tu as de la notoriété. Est-ce que tu t'es déjà imaginé au milieu de l'arène et avec une ambiance de dingo? Complètement. Ouais, complètement. Le cours 14, ouais, je me suis complètement déjà imaginé dedans, quoi. Et ça me fait des frissons. Rien que d'en parler, c'est ouf. Donc, je me suis projeté. Je sais combien de points j'ai à défendre pour le faire. Je sais que si je déconne pas, si je suis sérieux, je vais le faire. Donc, voilà. Donc, je me suis évidemment projeté. J'ai eu d'ailleurs des idées de t-shirts à distribuer à tous les breakers sur place, dans la foule. Des t-shirts, vous savez, avec la balle et le cœur. Donc ouais, j'ai déjà eu plein d'idées, je me suis déjà projeté, j'ai déjà des frissons, donc voilà. Qu'est-ce qui prime chez toi aujourd'hui? Est-ce que c'est la fierté d'avoir réussi ça? Est-ce que c'est du soulagement? Est-ce que c'est une petite revanche aussi au fond pour toi? Voilà un petit peu ton sentiment général d'avoir réussi cette mission-là. Franchement, de la fierté en premier. Enfin, c'est sûr que de repartir de zéro à 30 ans et en ayant en plus un barème sur les points ATP plus difficile qu'à l'époque, en ayant des joueurs aussi entre, on va dire, 400 et 1500 beaucoup plus forts qu'à l'époque. Et réussir ça en ayant fait justement une première année en 2022 où j'ai pas gagné un titre, même en ayant fini top 500, pas gagné un titre. Je savais qu'il fallait en gagner au moins, si je restais en futur, au moins 6. C'était pas évident, donc l'avoir fait, grosse fierté. Je suis super content, je suis soulagé, je suis heureux. Et puis petite revanche, évidemment, je l'ai dans un coin de la tête pour tous ceux qui n'y ont pas cru et qui m'ont un peu descendu. Mais ça passe vraiment en second plan, quoi. D'abord, et aussi revanche, parce qu'en 2015, je sais pas si vous le savez, quelques-uns, oui, j'imagine, j'étais allé en Australie pour rien. J'avais fait Adélaïde, Auckland, et j'étais pas rentré à 2 places près à Melbourne, sachant que j'étais 262e mondial et que tous les ans, toutes les années précédentes, ça rentrait à 300, 310. Mais cette année-là, en 2015, ils ont commencé à payer les billets d'avion pour tous les joueurs. Du coup, il y a eu beaucoup plus de joueurs qui sont venus et le cut était beaucoup plus fort. Donc là, c'était vraiment pas de chance et ça m'a un peu attristé
Et c'est vraiment un gros regret que j'avais eu pendant ces 6 années de CNGT après mon arrêt, quoi. Donc là, voilà, fierté, revanche envers moi-même, et puis ouais, super content. Du coup, en tant que 226e, Ouais. statistiquement, tu situes tes chances où d'accéder au tableau final? Alors, j'ai pas regardé les stats, donc je sais pas, mais je pense que j'ai une chance sur deux de intégrer le tableau, hein. On est 129, 110, 100, je sais pas combien, 119, on est 120 joueurs, je sais plus, 129 joueurs. Franchement, on l'a vu, hein, et je vous l'ai montré toute l'année dans les vidéos, c'est que à Majorque, je joue un 117 mondial, je gagne 6-1, le mec fait plein de fautes. 3 semaines après, je joue un mec qui est 800, il me met 6-3, fait pas une faute, il joue grave. Il y a réellement très très peu de différence entre un mec qui est 100 et un mec qui sera 230 du coup. Il y a très peu de différence. En fait, la différence qui va se faire, c'est pas sur le tennis, c'est sur la capacité à gérer les émotions, capacité à gérer la chaleur et la récupération. Bien dormir. Mais tennistiquement, on sait tous faire un coup droit, un service, on sait tous servir à 200, on sait tous faire un coup droit long de la ligne. Alors c'est sûr qu'il y aura des joueurs qui sont 105, qui ont été 50. C'est sûr, peut-être qu'ils ont un petit truc en plus, j'en sais rien, mais n'empêche que qualif de Grand Chelem, tout peut se faire. Et on a déjà vu plein de surprises, hein. On a déjà vu des lucky losers arriver au 3e tour d'un Grand Chelem, hein. Je sais plus à quel tournoi c'est. On a déjà vu deux lucky losers se jouer au 3e tour d'un Grand Chelem. Je crois que c'était à Wimbledon, mais je sais plus qui c'est. On a déjà vu des Karatsev, hein, qui s'est qualifié et qui a fait demi-finale. Enfin, voilà. Ouais, tout est possible. Faut juste y croire. Qui croyait que j'allais me qualifier à l'Open d'Australie en partant de non classé? Qui croyait que j'allais me qualifier à l'Open d'Australie après ma blessure? Et pourtant, je suis là, je vais le faire. Donc, en vrai, voilà, c'est juste dans la tête. Faut juste y croire. Et puis, bien sûr, je peux perdre au premier tour 6-2, 6-2. Mais ça n'aura pas grande valeur en vrai. Voilà. Je prendrai match par match et puis voilà. Puis on fera les comptes au final. Et puis si je perds au premier tour, l'année prochaine je perdrai au second, et l'année prochaine je me qualifierai après. Voilà. Je rebondis justement sur ton statut de youtubeur. Moi, je voulais savoir un petit peu sur le circuit à l'époque. Comment ça a été accueilli? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont pris un peu pour un dingo de filmer tout ça et de vouloir relier tout ça? Et auprès des fans aussi, j'imagine que maintenant tu dois avoir des anecdotes où on te reconnaît dans la rue, alors que peut-être normalement ce serait moins le cas. Et dans les tournois, est-ce que tu as senti un engouement vraiment monter ces dernières semaines autour de toi? Alors ouais, quand j'ai repris, on a mis un peu le paquet sur développer la chaîne. Donc effectivement, maintenant il y a Baptiste. Donc je venais en tournoi avec un vidéaste, donc en étant, je crois, 1300 ATP. Il y avait Léo Poulain aussi qui s'occupait de développer un peu mes réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram. Alors mon frère aussi est venu sur quelques tournois, donc on a été 3, plus un ostéopathe, Florian. Donc on a été 4 plus moi 5. Avec la caméra arrivée sur moi tout le temps et sur toute ma team un petit peu, je revenais en qualif en 15 000. Donc c'est sûr que là, en France, les gens m'ont regardé, sachant qu'en fait, les joueurs me connaissent. Ils savent que j'ai gagné l'Open de Caen, ils savent que je suis pas, entre guillemets, n'importe qui. Je suis pas un mec je suis un mec qui vise des grands chelems, et c'était plausible, quoi. C'était pas incohérent. Mais n'empêche qu'ils se sont dit, ouais, j'imagine, hein, pour qui il se prend, etc. Et puis quand j'ai eu ces premiers sponsors, Célio, par exemple, j'ai aussi beaucoup d'échos de joueurs dans le top 150, dans le top 100, qui l'ont pas très bien pris, en mode pourquoi lui qui est seulement 1200 et nous qui sommes top 100, pourquoi il a des sponsors, enfin bref. Donc, j'ai pas entendu des joueurs, c'était un peu mitigé. Et puis effectivement, au fur et à mesure, les mois qui suivent, et puis la réussite qu'a la chaîne, et puis les sponsors qui me suivent, ça se sait, etc. Et je vois quand même d'autres joueurs bien classés commencer à travailler un peu leur Instagram, à faire des petits visuels, des petites stories. Voilà, je vois que le truc un peu évolue sur les réseaux,
Et voilà. Et puis aujourd'hui, clairement, les joueurs, et j'ai des messages, me disent, mec, en fait, bravo, quoi, t'as réussi ton pari, YouTube, ça fonctionne, Instagram aussi, tout est réuni pour que tout soit trop cool, quoi. Donc aujourd'hui, ils ont compris que tout ça, c'était pas pour rien, quoi.